Ça fait 20 ans que je suis pas malade. Ça fait 20 ans que je prends pas d'antibiotiques, je me soigne, je vais jamais voir le médecin. Je pense que mon médecin, si elle écoute le podcast, elle m'a vu une fois tous les 3 ans. Et du coup, je vais jamais voir un médecin, je me soigne par moi-même, avec des plantes. Je sais pas, et puis, évidemment, quand je suis malade, je prends des antibiotiques, mais c'est tellement rare, peut-être 5 prises en 20 ans, quoi. Donc tu vois, c'était rien. Et à ce moment-là, je tombe malade. Petit truc. Et j'ai un kyste, je me dis, tiens, on va me le faire enlever. Et donc je vais à l'hôpital, et on m'enlève mon kyste. Sauf que l'opération se passe pas très bien. Mais pas grave, tu vois, je me dis, bah ok, ça va pas. Et 3-4 jours après l'opération, le médecin me dit, bah voilà, on va vous réopérer. Et il me donne des antibiotiques pour faciliter le fait que cette opération se passe bien, au cas où. Et donc il me donne des antibiotiques. Et là, pendant 3 semaines, il se passe un truc. C'est des antibiotiques hyper connus. Amoxicilline, tout le monde en prend. Voilà. Et donc, aucune raison de ne pas donner d'amoxicilline amoxicilline à Nicolas qui est en face de moi. Quand je dis, mais ça, je comprends, le médecin, il me donne ça. Et là, mon corps, il commence à changer. Il se passer des trucs qui sont assez bizarres. C'est que je commence à avoir des attaques sur mon corps, ma peau qui est attaquée, ça fait des trous, et je comprends pas le truc, tu vois. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc les médecins comprennent pas, et ils me repèrent, et font des analyses, ça dure longtemps. Ils disent non, mais ça peut pas être, parce que finalement c'était une maladie qui s'appelle Panton-Valentine, qui est un super joli nom, mais qui est hyper dur. Et ils me disent, mais c'est tellement rare, en fait, et voilà, et que ça fasse en plus des marqueurs aussi forts, voilà, on continue de creuser les autres pistes, ce qui est normal, hein. Le protocole, c'est clairement de prendre les sujets dans l'ordre. Donc, et là, mon médecin généraliste est complètement dépassé parce qu'elle comprend pas du tout ce qui m'arrive. Moi, je commence à perdre du poids assez vite. Et je commence à avoir une manifestation physique très forte de ce qui est en train de m'arriver, parce que mon corps est attaqué physiquement, en fait. J'ai des trous. Et jusqu'à avoir des trous d'une balle de ping-pong, donc des trous énormes, en fait. Tu vois, en 2 mois... je perds beaucoup de poids, j'ai perdu jusqu'à 14 kilos au plus bas et au fur et à mesure, je sais pas ce que j'ai, tu vois, je me dis, il m'arrive un truc et là, en plus, c'est particulier parce que on vient de faire notre première levée de fonds, juste avant l'été, au mois de juin, donc je lève 1 million, première fois. Et je m'apprête à lever 3 millions au mois donc avec des fonds avec qui je discute, parce qu'on fait 1+3, on se dit on fait 1 avec des gens qu'on connaît, dans des bonnes conditions, on fait 3 de façon plus forte avec des fonds qu'on a identifiés, comme la boîte est assez grosse, ça me permet d'être libre, je lâche que, voilà, un pourcentage du capital qui est raisonnable, enfin tout est ok, quoi, sauf que là, bah, moi je fais comme si de rien n'était, je reprends la relation avec les fonds, sauf que je peux pas me déplacer. Et donc je discute avec des équipes qui disent, bon, on a levé des fonds, on lève 3 millions, on avait un plan de recruter 30 personnes, et on y va, quoi. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne suis pas pleinement là. Plus opérationnel, là. Bah, disons que je le suis parce que je me force à l'être, mais je me rends compte que mon corps, il suit pas. T'es pas à ton plein potentiel. Pas à mon plein potentiel. Et petit à petit, les médecins creusent, font des analyses, cherchent je rentre dans le 20%, et je rentre dans le 1%, et je rentre dans le 1% du 1%. Et au fur et à mesure, on met le doigt sur le truc. Et ils me disent, voilà, vous avez plusieurs marqueurs. Donc, non seulement vous avez Panton-Valentine, mais vous avez des marqueurs génétiques particuliers qui font ça. Et là, je comprends que, bah, du coup, c'est un combat avec une maladie où il va falloir trouver un traitement qui est pas immédiatement naturel. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles, mais il faut trouver les bonnes combinaisons d'antibiotiques. Et donc là, je rentre dans une phase où, pour vous donner une idée, j'ai pris presque 450 prises d'antibiotiques en intraveineuse, avec des cachets, sur un temps très très court. Wow. Et donc là, ça me défonce. C'est-à-dire que ça me défonce, mais en fait, c'est la seule façon de répondre à cette maladie, qui est une bactérie qui mange la peau, qui peut manger les organes, qui peut être invasive, qu'on ne sait pas soigner quand elle rentre dans les poumons. Enfin voilà, et je vois que en gros, le bilan, il est plus dur que ce à quoi je m'attendais. Jusqu'à même que ça rentre dans ma jambe et que je puisse plus marcher. Parce que j'avais quand même, dans ces moments-là, alors, en plus, le fait que j'apprenne que c'est très dangereux pour mes enfants, c'est très dangereux pour les autres, me rend malade. C'est-à-dire que du coup, bah, socialement, je me dis, bah, en fait, je peux plus. Et j'ai peur d'avoir touché mes enfants, d'avoir touché ma femme, ma compagne, et de me dire peut-être que je les ai contaminés, et peut-être que je les mets en risque, et peut-être que c'est fait. Et là, vraiment, je vis un mois et demi, le temps qu'ils fassent leur test, etc. Hyper dur. Parce que je me dis, en fait, le pire, c'était pas moi, c'était eux, quoi. Je me dis, mais si je l'ai passé à quelqu'un, sans le savoir. Parce que ça s'attrape comment? Tu vois, tu l'avais... Par la peau.
par la Donc peau. c'est que quelqu'un t'avait contaminé Alors, non, pas forcément. on saura jamais comment. Euh, L'hôpital dans lequel j'étais est le centre de référence mondial de cette maladie. Ah oui. Et l'opération s'est pas bien passée. Oui. Et pour choper une maladie aussi rare, Oui. Ok. où, Ce serait donc On comprend. ce serait nosocomial en fait. ça pourrait. Probablement. Après, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai jamais cherché la cause. Même les médecins, tu vois, à l'hôpital, ils ont dit non, mais ça vient pas de chez nous, ce qui est normal. Mais en soi, c'est pas grave parce que mon point, ça a jamais été de chercher la responsabilité. Bien sûr. Mmh. C'était de me dire, je fais quoi avec ça et qu'est-ce qui dépend de moi. Et c'était clairement pas de me battre contre un hôpital. Je m'en fous, en fait. Là, c'était de dire comment je mets l'énergie sur ce qui dépend de moi. Et à ce moment-là, je me dis, ce qui dépend de moi, c'est un peu nouveau parce que il y a tout l'écosystème de cette boîte qui est là, il y a ma famille. Alors, j'ai toujours peur d'avoir contaminé deux de mes collègues que j'ai croisés sans savoir que j'étais malade et que j'avais ça, et qui j'ai fait la bise, et mes enfants, et Marianne. Et donc là, je comprends évidemment qu'il faut m'isoler. L'hôpital me dit, écoutez, le mieux, c'est que vous ayez une pièce en dehors de l'hôpital, parce que c'est hyper dangereux pour les malades à l'hôpital. Donc on sait pas bien gérer ça. Donc il y a deux options, soit on le fait chez nous, mais chez nous ça nous embête, parce que c'est très dur. Soit vous avez une pièce où vous pouvez vous isoler et vous touchez personne, et voilà, on a des protocoles, des contaminations très forts. Ça peut durer longtemps. On vous soigne, vous allez à l'hôpital toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Et voilà, et vous suivez vos protocoles. Alors, j'ai allé à l'hôpital, du coup, j'ai choisi de rester chez moi. Donc, j'ai jeté tous mes meubles, j'ai jeté tous mes livres, j'ai jeté tout ce que j'avais, j'ai tout remplacé. Parce qu'en fait, la décontamination était un peu compliquée. Je vivais dans une pièce blanche avec un lit, un bureau et un ordi. Et du coup, j'étais quand même connecté. Parce que ça m'a quand même maintenu dans une activité intellectuelle. Et avec la difficulté de pas pouvoir toucher du tout mes enfants, ma femme, pas avoir de contact avec aucun être humain, même à l'hôpital. C'est-à-dire que j'étais dans des process de décontamination avec des personnes qui me recevaient en cosmonaute et qui me touchaient pas. Et donc à me donner mes antibiotiques, à faire des tests, etc. Et à ce moment-là, à chercher la bonne combinaison d'antibiotiques pour trouver. Et en me voyant me dégrader au fur et à mesure qu'on trouvait pas. Ça, c'était difficile parce qu'à chaque fois, un traitement, c'est 10 jours, 15 jours. Et donc, la seule chose qui dépend de moi dans des moments comme ça, c'est d'aller au bout de ce que j'étais en train de faire et de le faire le mieux possible et de me soigner parce que les infirmières voulaient plus me soigner. Donc, j'étais soigné par des infirmières jusqu'à ce qu'on sache que j'avais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais des trous dans le corps, mais j'avais des infirmières qui venaient 3-4 fois par jour pour me faire mes pansements. Partout, sur mes cuisses, sur mes bras, sur mon torse, sur mon dos, et jusqu'au moment où elles ont su ce que j'avais et elles m'ont dit en fait on peut plus venir parce que c'est trop dangereux. Et donc là plus personne me soigne. Et donc là je m'auto-soigne. Donc je fais 6-7 heures de soins par jour, soin par soin, trou par trou, et donc je me soigne. Et donc j'ai mon espace, donc je jette tout ce que j'ai, toutes mes serviettes, je rachète tout. Je marche quand même à ce moment-là. Donc le matin à 6 heures, je fais un tour du parc. Je croise personne, mais je marche dans la nature, j'essaie de marcher. Alors je suis affaibli parce que je suis plus maigre et que j'ai moins de force, mais voilà, j'essaie de manger. J'ai pas de contact direct, ça dure des mois. Et puis à chaque fois, ça reprend. Je termine mon traitement, puis il y en a un autre. Puis je termine, il y en a un autre. Puis à chaque fois, ça me fatigue parce que c'est à chaque fois des combinaisons d'antibiotiques qui sont hyper puissantes, hyper dures. Et donc ça défonce mes défenses immunitaires. Et puis on creuse, et puis ça attaque ma jambe. Puis il arrive un moment où je peux plus marcher. Donc ça c'est très dur parce qu'en fait c'est quand même mon seul point de respiration, c'est l'extérieur. C'est que j'ai plus rien après. J'ai plus que la chambre, mes quêtes. Et donc là c'était pas évident parce que je marche avec des béquilles, donc je m'achète des béquilles. J'essaie ma jambe qui va pas bien. Je me dis mince, ça rentre. Et quand ça rentre, j'ai peur. Donc là j'organise ma vie comme si j'allais partir. Donc je fais toutes les démarches de quelqu'un qui va pas rester et voilà. Donc, et sans m'attendre à ce qu'à cet âge-là je fasse ça. J'ai 40 ans. Je me dis pas j'avais prévu de faire ça là, et donc j'organise tout pour ma femme, pour mes enfants, pour l'entreprise. Voilà. Surtout qu'il y a eu un petit déni dans l'entreprise, mais parce que j'avais un déni moi-même, où on a continué à accélérer, avec des managers qui ont compris qu'il se passait quelque chose et d'autres qui ont dit non mais t'inquiète Nicolas, on va gérer. Et en fait pour montrer qu'ils géraient, ils ont continué à recruter. On se retrouve avec des déséquilibres de boîte hyper forts, avec une boîte qui fait pas sa levée mais qui explose dans le déséquilibre. Dans les boîtes de service, ça a un impact super fort. Donc là on vit un moment, moi je vois ça de loin parce que j'essaie quand même de rester connecté. C'est hyper dur, donc je me dis et ils trouvent pas de traitement. Au mois de décembre